fais ta première vidéo en combi, fais ta première vidéo en combi, le ton sera donné. Ah oui, ah, c'est sûr que le ton va être donné, hein. C'est sûr. Faut qu'on parle de Hamlet. Enfin, plus précisément, il faut qu'on parle de ce tweet. Nous sommes en pleine lupinade, The Crown, Casa des Papel. Plus les gens m'abreuvent de leurs addictions admiratives aux séries, plus je leur conseille de relire Hamlet ou de s'intéresser à Manet. Comment peut-on utiliser son seul temps libre à ingurgiter le bureau des légendes? Lors de sa publication il y a quelque temps, ce tweet a suscité tout un débat sur les réseaux sociaux, et notamment toute une vague de moqueries qui, à très juste titre, ont souligné l'absurdité d'un tel pseudo-conseil, ainsi que tout le mépris et la condescendance dont il dégouline. En fait, ce tweet ne fait que réactiver un vieux débat, une vieille, très vieille injonction. Il faut lire. Mais pas que. Il faut lire les classiques. Le pire mot de ce tweet, pour moi, c'est le verbe relire. Il revient régulièrement dans ce genre de débat, et il sert à sous-entendre que les gens intelligents, eux, ont bien entendu déjà tous lu Hamlet, les Contemplations, Crime et Châtiment. Il sert à vilipender les consommateurs de jeux vidéo ou de séries télé, tout en adressant un clin d'œil complice à ses pairs, à ses égaux socioculturels, eux-mêmes bien sûr plongés dans l'épaisse couverture couverte de poussière d'un vieux classique. Petite astuce, plus le titre est connu, plus le bouquin est épais, mieux c'est. Ah! Relisons La recherche du temps perdu. Mais au fond, qu'est-ce que c'est un classique? Et pourquoi est-ce qu'il faudrait impérativement les avoir lus? Le mot classique en lui-même est problématique. Si chacun de vous met sur pause, allez-y, je vous attends, mettez sur pause là tout de suite, et réfléchissez à votre usage du mot classique. Vous vous apercevrez très vite qu'il est utilisé à tout va, pour tout et n'importe quoi. On écoute de la musique classique, on pratique la danse classique, on porte des chaussures classiques, on mange de la cuisine classique, on étudie de la physique quantique ou classique. Le mot sert même à désigner des courses cyclistes. Pour l'anecdote, je suis fille d'un musicien dit classique. À l'école ou au collège, il arrivait que des camarades me disent « Tiens, tel morceau, tu dois bien l'aimer toi, c'est du classique !» Parce que il y avait dans le morceau en question une orchestration avec des cordes, et que ce type d'instrument, les cordes, suffisait pour eux à valider l'appartenance du morceau en question au genre classique. Genre qui, en passant, semblait les intimider beaucoup. Bon, je ne vous apprends rien, il ne suffit absolument pas d'avoir des cordes dans l'orchestration pour avoir affaire à un morceau de musique classique. Et si on regardait l'étymologie du mot? Il vient en droite ligne du latin classicus. Bon, jusque-là, rien de très compliqué, on a affaire à une étymologie très transparente et à un emprunt direct. Mais qu'est-ce que ça veut dire, classicus? À la base, ça désigne un citoyen de la première classe, autrement dit, de la classe la plus riche. Je crois que là, tout est dit, hein? On a littéralement affaire à une histoire de classisme et d'élitisme. Youpi! Concernant le domaine plus strictement littéraire, c'est l'écrivain latin Aulugel, au IIe siècle, qui a employé l'expression auctores classici pour désigner les écrivains dits de premier ordre. Par la suite, le classique, c'est l'œuvre par excellence que l'on va utiliser dans les classes. C'est l'œuvre qui figure inlassablement, invariablement dans les programmes scolaires. C'est l'œuvre que l'on est tous censés avoir un minimum fréquenté par le biais du fond commun que constitue le programme scolaire. Reste là, toi. Si on regroupe tout ça, pour essayer de faire le portrait robot d'un classique, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un livre plutôt ancien, car consacré par le temps, ayant une portée universelle, malgré son ancrage historique. Doté d'une valeur transcendante, c'est-à-dire qui dépasse le temps, les frontières, les conceptions esthétiques, et que tout un chacun devrait connaître pour participer pleinement à ce que l'humanité fait de mieux. Sauf que tout ceci est complètement faux, ou à tout le moins complètement biaisé. Croire qu'un classique n'évolue pas dans le temps est une erreur colossale.
Les classiques d'une époque ne sont évidemment pas ceux d'une autre époque, et idem pour différents pays. À une certaine époque, comme notre Renaissance par exemple, les œuvres étudiées en classe sont celles des auteurs de l'Antiquité, alors présentées comme un horizon indépassable pour les auteurs modernes. Aujourd'hui, ce sont plutôt les auteurs du XVIe au XIXe siècle qui fournissent le terreau des programmes scolaires, avec ses victimes habituelles et récurrentes que sont la princesse de Clèves, Madame Bovary ou Germinal. Et ces œuvres-là, à leur tour, sont présentées comme le summum de ce que la littérature peut accomplir. Au fond, si les écrivains avaient écouté un tel discours, plus personne n'aurait jamais rien écrit depuis des siècles, depuis Cicéron et Virgile. Ça aurait été bien dommage. Autre biais monumental, celui qui consiste à faire de la valeur littéraire une valeur intrinsèque, permanente, indiscutable, transcendante, qui ne serait soumise à aucune fluctuation historique et culturelle, et qui serait donc objectivable. Si on suit cette conception, on pourrait faire une sorte d'échelle de la valeur littéraire et attribuer un score à chaque texte en fonction de ses critères objectifs et permanents. Cette idée est absolument absurde, évidemment. Quoi de commun entre la poésie latine, un fabliau du Moyen-Âge, le théâtre de Marivaux ou encore les romans de Yourcenar? Évidemment que tout ça ne peut pas être jugé sur la même échelle de valeur, parce que les critères de la valeur littéraire sont éminemment changeants, parce qu'ils sont soumis à des fluctuations qui sont à la fois historiques, contextuelles, culturelles et j'en passe. Par exemple, Anatole France, qui de son vivant est considéré comme l'un des plus grands écrivains de son temps, est aujourd'hui complètement oublié, il est même considéré comme illisible par beaucoup. A l'inverse, des pans entiers de notre littérature ont été réhabilités, comme par exemple la littérature du Moyen-Âge, qui a révélé toute sa richesse quand on a su la regarder pour elle-même, sans lui appliquer des critères de jugement anachroniques et impossibles à satisfaire. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est l'histoire littéraire qui dicte quelles œuvres font partie de la bonne ou de la mauvaise littérature, lesquelles auront le privilège d'intégrer le cercle VIP des classiques de la littérature. Et cette histoire littéraire, c'est une construction a posteriori. L'histoire est écrite par les vainqueurs, comme on dit, et bien c'est valable pour la littérature. Dans le canon littéraire, vous trouverez peu de femmes, peu de minorités, peu de littérature dite populaire, médiatique ou commerciale. Se limiter à ce que prescrit le canon littéraire, c'est certes se donner accès à de très belles œuvres, mais c'est aussi délégitimer et repousser dans l'ombre des pans entiers de la littérature. C'est se priver de l'accès à d'autres très belles œuvres. Oh, reste là, Dandinou, reste avec moi. Posons une définition la plus basique et la plus simple possible de la littérature, comme ensemble de textes possédant des qualités esthétiques que l'on peut discuter. À partir de cette définition, qu'est-ce qui permet de distinguer en termes de valeur un roman de Victor Hugo d'un roman de Marc Lévy, par exemple? Si on regarde les arguments qui vont être avancés habituellement pour dire que Hugo est supérieur à Lévy, ils tiennent absolument tous à des éléments qui sont en fait extérieurs à la valeur des œuvres elles-mêmes. On va parler par exemple de la nature de leur lectorat. Les vrais gens cultivés, eux, liront Victor Hugo, et pas Marc Lévy. Sauf que vous le voyez bien, c'est faire tenir la valeur littéraire à quelque chose d'extérieur à la littérature, et qui plus est, à quelque chose qui tient de l'exclusion sociale et de la culpabilisation. On peut invoquer aussi la place qu'ils tiennent dans notre histoire littéraire. Victor Hugo, lui, est reconnu comme grand écrivain, Marc Lévy ne l'est pas. Sauf que, comme je viens de le dire, l'histoire littéraire est une construction a posteriori. Donc d'une part, il est trop tôt pour dire si Marc Lévy ne rentrera pas plus tard dans l'histoire littéraire dans un siècle, et il ne faut pas oublier non plus que cette histoire littéraire n'est absolument pas objective. Je rappelle, elle est fondée sur des critères qui sont historiques et culturels, et qui font aussi une forme d'exclusion. Rappelons quand même que Hugo, à son époque, est tout sauf considéré comme un canon. Il a fait sa part de scandale, plus que sa part même. Il a eu sa part de critiques, et de son vivant, personne n'aurait imaginé le mettre dans les manuels scolaires. Rappelons qu'il a quand même provoqué la bataille d'Hernani, où on s'est lancé des sièges de théâtre à la figure. On va invoquer aussi leurs places respectives dans l'enseignement scolaire ou hors de celui-ci. Bon, ici, l'argument est à peu près le même qu'avec l'histoire littéraire, puisque les deux sont étroitement liés. Ne sont étudiées en classe que les œuvres qui ont déjà obtenu le statut de canon,
Il est donc évident que Hugo va en faire pleinement partie, alors que Marc Lévy en sera automatiquement exclu. Et c'est une fois de plus faire tenir la valeur littéraire à des critères qui sont extérieurs, qui ne sont pas objectifs, mais qui sont fondés sur un ensemble de valeurs excluantes et qui ne se basent pas sur les œuvres elles-mêmes. C'est faire appel à un canon académique a posteriori. Autre argument très savoureux celui-ci, leur rapport intéressé ou non à l'argent. Il y aurait d'un côté l'écrivain avec un grand E, celui qui fait de la littérature avec un grand L, et qui se fiche bien de gagner de l'argent, puisqu'il écrit par amour de l'art. Et de l'autre côté, il y aurait le stéréotype de l'écrivain mercenaire qui n'écrit que pour faire de l'argent, et si possible, beaucoup d'argent. Dire ça, c'est se cacher aveuglément derrière une vision idéalisée de l'écrivain qui, comme chacun sait, mange du papier et boit de l'encre, et n'a donc pas besoin de gagner sa vie avec ce qu'il écrit. Sauf que, spoiler, même Victor Hugo avait besoin de gagner sa vie avec ce qu'il écrivait. Il reste alors un dernier argument, qui est en général celui que préfèrent les défenseurs du canon littéraire, qui est de dire que la différence se situe dans leur qualité littéraire intrinsèque. Victor Hugo serait objectivement un bon écrivain, alors que Marc Lévy ne serait objectivement qu'un mauvais écrivain. Sauf que dire ça, vous voyez bien que c'est très très peu solide. Parce qu'en fait, ça repose sur une conception de la littérature comme ayant une valeur essentielle, absolue, définissable de manière objective, de tout temps et pour toujours. Ça ne fonctionne pas comme ça. Du coup, si on reste à notre définition très simple de la littérature qu'on a posée juste avant, il semble très difficile de distinguer entre Hugo et Lévy. En fait, la distinction n'est possible qu'à partir du moment où on introduit dans l'équation un système de valeurs fondé sur des critères. Et ces critères seront forcément extérieurs à la littérature elle-même. Ces critères et ces valeurs s'appuient sur des institutions. L'école, les académies, la recherche aussi, qui à force de prendre toujours les mêmes objets, accentue et perpétue ce système d'exclusion et de hiérarchie. Finalement, la consécration comme classique, c'est la consécration par un système culturel de l'entre-soi élitiste. Et c'est comme ça qu'on crée des classiques. En martelant inlassablement, en répétant leur appartenance au panthéon littéraire, après coup, par une sorte de prophétie autoréalisatrice, qui va jouer sur l'exclusion et la culpabilisation. Le message est le suivant: si vous ne les avez pas lus, vous êtes nuls et vous devriez avoir honte. Au fond, avec tout ça, on perd totalement de vue la notion de goût et de plaisir. Peut-être qu'une des manières les plus légitimes de trancher entre Hugo et Lévy, c'est bien la question du goût. On a le droit d'aimer l'un ou l'autre, ou même les deux. La littérature, c'est avant tout une question de plaisir et d'esthétisme. C'est avant tout des manières de raconter des histoires qui vont toucher des personnes, qui, par leur acte de lecture, vont donner vie à ce qu'ils lisent. Et vous avez totalement le droit d'aimer un grand classique, comme vous avez le droit de vous ennuyer à sa lecture, de ne pas l'aimer, voire de ne pas le finir, et encore plus, de ne pas le relire. Je vais laisser le dernier mot à Paul Valéry. Il y a une infinité de manières de définir ou de croire définir le classique. Nous adopterons aujourd'hui celle-ci. Classique est l'écrivain qui porte un critique en soi-même et qui l'associe intimement à ses travaux. Voilà, vous l'aurez compris, c'était la première vidéo de l'armoire au truc, alors j'espère sincèrement que c'était regardable, et j'espère surtout très sincèrement que ça vous aura donné envie de regarder les suivantes. Je vous invite à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager si c'est le cas. Je vous invite aussi à vous abonner si vous avez envie de voir les suivantes et de voir ce que je suis en train de tricoter, puisque nous allons le tricoter ensemble vidéo après vidéo. Et je vous remercie d'avance pour votre soutien et pour vos retours. Si le sujet vous a donné envie de discuter, n'hésitez pas à venir le faire dans les commentaires. Je serais ravie que l'espace commentaire nous permette de débattre et d'échanger, par exemple, nos titres de livres favoris. Tant qu'on reste poli et bienveillant, je suis ouverte absolument à tous les sujets de débat possibles en commentaire. Et je vous remercie d'avance pour la bienveillance que vous voudrez bien réserver à cette toute première vidéo.